Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous recevons à Zouk Télévision Monsieur le maire de la belle ville des Trois-Îlets, Monsieur Arnaud Onekowai. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à la population martiniquaise et iléenne, particulièrement aussi. Voilà, alors dernièrement, nous avons vu vos informations que vous avez été à la gendarmerie des Trois-Îlets, pour être entendu avec d'autres personnes concernant des commerces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la population martiniquaise qu'est-ce qu'il en est exactement, surtout aux gens des Trois-Îlets, qui doivent se poser des questions? Parce que d'après ce que j'ai compris, l'accueil a été quand même assez froid lorsque vous avez entendu à la gendarmerie. Oui, tout à fait. Donc, j'avais déjà été entendu une première fois concernant la rénovation et la mise en place de 3 modulaires en lieu et place d'un bâtiment qui avait été accordé en 1990 à une jeune fille et pour une boulangerie vendant, comme toute boulangerie, vendant aussi des viennoiseries. Où la commune avait autorisé le propriétaire, disons, du bâtisse, puisque le terrain étant municipal, pour améliorer ce qui était. Effectivement, ce monsieur a démoli ce qui existait, qui était en bois avec une dalle de béton de 22 mètres carrés, pour remplacer par un trou modulaire faisant 3 fois 22 mètres carrés. Donc, pour recevoir correctement. À partir de ce moment-là, nous avons effectivement, la commune a demandé de déposer un permis de construire. Vous voyez, nous sommes toujours à faire respecter la réglementation. Et à ce moment-là, le service urbanisme, celui qui est un ancien de l'ADEAL, qui traite les permis au niveau du groupement de communes Espace Sud, a informé que ce lieu ne peut y avoir un permis étant donné que c'est une zone naturelle, liquéfiable et autres. Donc à ce moment-là, j'ai signé comme j'ai l'habitude de le faire. Non pas, je n'ai pas gardé le permis par devers moi pour donner un permis tacite. Ouais. Donc j'ai dit, bon, c'est la règle, donc le permis est refusé. Et pour ce faire, donc je n'ai pas demandé, et le monsieur, il avait déjà installé ces 3 modulaires qui correspondent un peu à cette volonté à la Martinique de défendre le petit commerce, de défendre l'artisan, défendre... voilà, donc pour moi, je n'ai pas pensé que, bon, il y aura peut-être une contravention, disons, construction sans permis, comme ça se faisait par le passé. Mais c'est allé au-delà, c'est-à-dire que la DEAL a lancé toute une étude, tout un questionnement sur la totalité du terrain. Donc ça a rejoint les 3 commerces, et y compris le bureau de vote association que nous avons sur ce terrain depuis plusieurs années, dont fruits et légumes qui existaient bien avant mon arrivée. C'est pourquoi on parle de plus de 40 ans, donc, puisque c'est avant 89. Mais les 3 ont été, au fur et à mesure, réaménagés, modifiés et autres. Ils en ont profité pour pouvoir interroger ces trois commerçants. Et après, ils m'ont à nouveau appelé pour être en gendarmerie, je dis, mais pourquoi faire? Je dis, bon, vous allez être confronté à ce qu'ils vont dire. Mais le problème, c'est l'attitude. L'attitude, on parle de gendarmes zélés, l'attitude au départ. J'arrive à 9h comme prévu. On me dit, bon, il faut attendre le 4e, il faut ceci, il faut ça. Il est 9h30. On a l'impression que nous, les élus martiniquais, particulièrement, nous n'avons rien à faire. Nous sommes là et puis nous attendons, nous laissons le temps passer. Donc, jusqu'à 12h30, quand j'ai terminé, bon, ce monsieur qui est redevenu tout jovial, voilà, me dit, bon, je dis, monsieur, vous vous rendez compte, passer 3h30, gendarmerie pour répondre à quoi? Je vous l'avais déjà répondu. Ceux qui ont dit, je voulais confirmer. Donc, il y a des documents, ce n'est pas gratuit. Ils payent une location du terrain municipal. Il y a des AOT qui ont été délivrés. Je ne suis pas on ne me livre pas du pain gratuitement. Je ne mange pas de pizza gratuitement, je ne bois pas gratuitement, je ne prends pas des fruits et légumes gratuitement. Oui, je connais ces personnes-là. Oui, ces gens-là me voient. Oui, alors ils me parlent d'inertie de l'élu qui n'aurait pas pris un arrêté pour demander à ces personnes de démolir leur commerce. C'était ça, quasiment, dans toute cette, disons, confrontation. C'est-à-dire, il passe en revue tout ce que ces 3 commerçants, et 4, parce qu'il y avait le boulanger, 4 personnes ont pu dire. Il me pose la question de savoir qu'est-ce que j'en pense. D'accord. Jusqu'à qu'ils me disent, mais en fait, à un moment où ça a vraiment, je dis, mais il y a
questionnement, il y a derrière, on a l'impression qu'il y a des suspicions. C'est ce que le deuxième gendarme, 3 Barrettes, me dit, mais en fait, vous avez l'impression dans nos questions qu'il y a de la suspicion. C'est que lui, là, en me le disant ça veut dire bien qu'il a reconnu qu'il y avait un peu de suspicion. C'est pourquoi j'ai répondu, y compris ce qu'ils appellent les contrevenants à la loi de la nature de la DEAL. Dit, mais j'ai l'impression que monsieur le maire est celui qui se sert et que nous versons quelque chose, nous payons quelque chose, je ne sais pas, vis-à-vis de ce monsieur le maire. Donc, il dit, monsieur, il faut aussi connaître qui je suis. Je ne suis pas venu ici. Donc, pendant 3 heures et demie, c'était ça. C'était des questions. Voilà, pour parler de choses, des réponses des 3 commerçants sur leur commerce, quand ils sont là. Alors qu'il a tous les documents ont été fournis aussi bien par les commerçants que par les services municipaux. Donc, d'accord. Voilà ce qui s'est passé donc une première fois pendant peut-être 1 heure, une deuxième fois pendant 3 heures et demie. Donc je me suis dit, mais à quoi... Et à quoi joue-t-on? On joue à la Martinique. J'ai répondu, je n'ai pas compris cela. Donc à ce moment-là, l'un des commerçants a interpellé la presse. Donc, pour dire, mais il a bien sûr averti les gendarmes que de toutes les façons, il fera communiquer à la presse. Il a interpellé la presse et la presse est venue. Et à ce moment-là, j'ai répondu ce que vous avez entendu. Oui, tout à fait. Et y compris les 3 commerçants qui ont montré leur commerce, qui existe depuis des années. Alors, d'où ça part? En fait, j'ai ici effectivement ce document appelé le PPR, le plan de prévention des risques naturels. C'est vrai que ça a été classé, c'est bien un arrêté préfectoral, c'est pas un arrêté du maire. C'est ce qui se passe dans notre pays. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, j'ai répondu parce que le commandant de gendarmerie du Marin, le lendemain après cette émission, m'a appelé me disant, monsieur le maire, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que... Je dis, monsieur, voilà comment ça s'est passé. Et à la fin, ce monsieur est redevenu toujours via les autres. Pour me recevoir, monsieur, j'étais le contrevenant ou celui qui ne prenait pas ses responsabilités en tant qu'élu. Ouais. Donc, ça veut dire que nous, les élus martiniquais, nous ne prenons pas nos responsabilités vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la réglementation, particulièrement, qui est installée par le système et que nous ne respectons pas. Voilà ce qu'il voulait me dire. D'accord. Je dis, monsieur, oui, vous pouvez peut-être dire que nous ne respectons pas, effectivement, mais c'est des choses qui existent depuis un moment, et avant même le PPR, et que le PPR classe... Alors, c'est vrai que la population ne connaît pas toujours tous ces classements. Vous avez ici, je l'ai demandé la carte où se trouvent les commerces. Dans un premier temps, effectivement, c'est en zone aléa inondation, donc en partie, effectivement, c'est fort. Ensuite, vous avez mouvement de terrain, donc c'est classé jaune. Ouais. En faille, zone blanche, donc il n'y a pas de faille. Par contre, en submersion décennale, une partie étant classée en submersion décennale, c'est-à-dire 10 ans, une partie, pas la boulangerie, pas la pizzeria, certes, mais pas les fruits et les légumes, ni le bureau de vote. Bon, ensuite, vous avez ce qu'on appelle aléa séisme. C'est pour toute la Martinique. C'est ce qu'ils appellent du fort, en rose. Et puis, vous avez aléa liquéfaction, qui est classé effectivement en fort. Après, vous avez en érosion, ces zones blanches. Et puis, en submersion centenale, effectivement, c'est toute la zone qui est en submersion centenale. Donc, y compris les maisons qui sont de l'autre côté de la rivière. Alors, est-ce que justement, à cet endroit-là, il y a déjà eu ce genre de problème? Ce que j'ai dit. Il y a parce que, de mémoire, hein, je suis gourmand, mais de mémoire, il me semble que j'ai jamais entendu. Je connais quand même l'Ansalane depuis un certain nombre d'années, ma tendre enfance, disons 10 ans, ça veut dire, donc il y a 56 ans, je n'ai pas vu l'Ansalane. Il y a eu une fois en 95 une inondation parce qu'il y avait un nuage placé sur l'Ansalane où il y a eu effectivement la montée des eaux, mais cet endroit-là n'a pas été inondé. Et on parlait effectivement de, disons, pluie centenale. On ne parlait pas de pluie décennale, mais on parlait de pluie. Et cet endroit n'a pas été inondé, ni les maisons
à l'arrière. Par contre, en amont, oui, il y a des maisons qui ont été inondées. En amont, il y a des terrains qui sont en dessous du niveau de la mer, à l'arrière. Donc, là où aujourd'hui, il y a un lotissement qui se fait avec toutes les précautions nécessaires. C'est un lotissement que j'ai refusé, de délivrer un permis de lotir depuis, que j'ai trouvé. Donc, le dossier avait été déposé depuis 1983, que j'ai trouvé en 89, que j'ai délivré en 2020. D'accord. Parce que là, nous demandons à ce lotisseur de respecter la réglementation et les permis seront déposés avec 1,50 m, avec une sorte de traversée en cas d'inondation, ces logements-là. D'accord. Oui, donc, Trois-Îlets, nous respectons cela. Et quand on parle d'inondation, on a l'impression qu'il ne pleut pas aux Trois-Îlets. Il pleut aux Trois-Îlets, il vient de pleuvoir aux Trois-Îlets. Donc, on n'a pas entendu qu'il y ait des inondations. On avait eu à un moment donné des inondations, dites inondations, devant la rue la rue Chacha à Lens-Mitan. Je vais toujours dire à la population, vous attendez, parce que simplement, il nous faut inverser le sens de l'eau et nous allons faire des travaux sur la rue des Flamboyants, la rue principale. Et à ce moment-là, on va inverser les eaux et depuis, nous n'avons plus cette inondation juste devant la rue qui n'entrait pas dans les commerces. Donc, c'est vrai que les Iléens savent pertinemment que je connais bien mon territoire. Je connais des endroits, effectivement, où des maisons ont été inondées, comme la rue Neuve, non pas, parfois, il y en a certains qui parlent de magasins zélés parce qu'ils ne savent même pas. Ils viennent en opposition à la commune et parler de magasins. La rue Neuve, oui, j'ai vu des maisons inondées. Mais maintenant, il y a tout un travail à faire, des études à faire que nous avons fait déjà au départ sur l'Ansalane en 1990-89 avec le BCOM pour connaître effectivement les retombées du bassin versant qui fait à peu près 359 hectares de cette zone, de ce bassin versant qui est déversé sur la zone de l'Ansalane. Donc nous avons nos connaissances des problèmes d'inondation à cet endroit-là. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose derrière ça? Est-ce que vous pensez qu'on a voulu vous attaquer? Il y a une délation. Il ne faut pas le nier. Il y a une délation par rapport à la boulangerie. C'est tout. Boulangerie, vanillerie. Quelqu'un qui veut récupérer ce terrain? Non, on ne peut pas récupérer le terrain, parce que c'est un terrain municipal. Il faut récupérer. D'accord. Disons, ce projet a intéressé d'autres personnes dans la zone. OK. D'autres personnes dans la zone, et comme ça arrive malheureusement dans notre pays, où on utilise, et à ce moment-là, on prend son téléphone, on appelle, et on dit... voilà, la commune a autorisé ceci, a autorisé cela, et à ce moment-là, le gendarme parle d'inertie d'élu, parce que nous n'intervenons pas pour demander d'arrêter les travaux. Alors, qu'est-ce qui est prévu? À partir de ce que j'ai dit au gendarme dès la première fois, donc c'est soit il entend ce que disent les élus de la Martinique, des Martiniquais, ou sinon il n'entend pas. Oui. Je lui ai dit, monsieur, voilà ce qu'on va faire. Nous sommes en révision de plan local d'urbanisme. Nous allons étudier avec les services de l'État comment permettre à ces commerces la pérennité de ces commerces. Parce qu'il y a 10 emplois en jeu, dont 2 jeunes qui ont répondu. Je ne savais pas, c'est la mère qui avait été licenciée, dans une entreprise qui a interpellé la commune et qui a racheté, où il y avait, je suppose qu'il y avait même un restaurant brésilien à certain moment à cet endroit-là, parce que c'était quelque chose qui avait été donné avant mon arrivée aux affaires. Donc, il y avait à un moment donné, la propriétaire avait loué pour un restaurant brésilien. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Elle a été licenciée, elle a fait l'acquisition de ce local, elle l'a effectivement démoli parce que c'était vétuste, elle a gardé la même dalle de béton, elle a posé dessus un modulaire et une petite bâtisse en bois qui est aussi mobile qu'on le veuille, pour pouvoir faire son commerce de fruits et légumes. Elle a fait rentrer ses 2 enfants pour travailler avec elle venant de métropole, de France. Et puis voilà, c'est tout. La pizzeria, c'est un jeune de 19 ans
qui est arrivé en mairie en disant voilà, je voudrais bien créer mon commerce, monsieur le maire, et tout ça chaque fois a toujours été présenté en conseil municipal. Ce n'est pas une affaire du maire, c'est une affaire du conseil municipal de la ville des Trois-Îlets. Ce n'est pas une affaire à moi tout seul. Il faut aussi que la population martiniquaise l'entende. On peut entendre toutes sortes de choses. On va toujours dire c'est le maire, c'est Arnaud. Bon, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien une signature sur un document. Mais c'est pas ce concept. Alors, vous avez dit quelque chose au début, vous avez dit par devers vous. Vous n'avez pas voulu garder les documents pour ne pas donner un accord tacite. Oui. C'est-à-dire, ça c'est pour les téléspectateurs, pour leur expliquer, lorsqu'on fait une demande de permis de construire en mairie, après un certain laps de temps, si la mairie ne répond pas, on considère que c'est acquis. Bon, il y a des démarches après, hein, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Oui. Il ne faut pas simplement, parce que parfois je reçois ce type de courrier, étant donné que bon, les 2 mois sont passés, vous ne m'avez pas répondu, donc ça veut dire que j'ai un permis tacite. Non, il y a d'autres démarches à pouvoir faire pour pouvoir mettre effectivement, quasiment contraindre le maire à signer un permis tacite, mais il y a des démarches qu'il faut faire après les 2 mois, parce qu'on n'a pas obtenu, après le délai, je dis 2 mois, après les 6 mois autres, si on ne vous a pas écrit pour vous demander des papiers complémentaires et autres, vous avez des délais pour ça. Donc il y a des démarches, il faut écrire au maire, il faut pas... Oui, ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est pas comme un contrat à renouvellement tacite. Oui, d'accord. Monsieur le maire, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les élus ne sont pas considérés en Martinique comme ils le sont en France? Parce que, bon, il y a eu des inondations dans le Var, il y a des inondations un petit peu partout. J'ai jamais entendu dire que la mairie a été interpellée, convoquée ou bien aimablement. Oui. Non, c'est vrai que... Non, mais je reçois à titre personnel, ce n'est pas à titre personnel, en tant que maire des Trois-Îlets, vous ne recevez pas, ce n'est pas le conseil municipal qui est convoqué à la gendarmerie. Donc, quand vous êtes déjà vous êtes représentant d'État, dès que vous êtes élu maire, officier de police judiciaire. Officier police judiciaire, il y a toute une charge de plomb qui tombe sur vos épaules lorsque vous êtes élu maire aujourd'hui, même bien avant, mais aujourd'hui particulièrement vis-à-vis particulièrement de la population, des services de l'État. Souvent, je dis à la population, je suis comme un oiseau en cage. Autour, il y a les lois. La cage, c'est ça. Et ce sont les lois que je dois respecter. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on l'entendait autrefois, et où les gens pensaient, bon, vous êtes maire, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous donner toutes sortes d'autorisations, une autorisation de taxi, une autorisation de ceci. Si on se permettait de faire des choses pareilles, c'est tout. Je serais à chaque fois entendu par les services de police et de gendarmerie. Ce n'est pas le cas. Dire que nous sommes maltraités par rapport, c'est vrai que j'ai entendu le maire d'une commune qui est quasiment inondée chaque année, interpellé, disant, voilà, il y a 1 an que j'ai déposé une demande de catastrophe naturelle, je n'ai pas eu de réponse. Par contre, effectivement, en haut de Nice, il y a eu ce catastrophe naturelle que tous nous avons vu dans les médias. On a l'impression que les conseils municipaux ne se sont même pas réunis, que le Conseil des ministres avait déjà... comment ils disent, attribuer le catastrophe, déclaré catastrophe naturelle pour ces territoires-là. Il prenait comme prétexte la mairie n'existant plus, donc il n'y a même pas de conseil municipal ou des choses de ce genre. Alors que pour nous, il faut obligatoirement un conseil municipal, une réunion d'urgence, que le conseil municipal puisse voter une demande de déclaration de catastrophe naturelle. Ensuite, cette déclaration est adressée à monsieur le sous-préfet. À ce moment-là, c'est transmis au ministre. Et le ministre attend un beau jour pour pouvoir déclarer. Cette déclaration catastrophe naturelle. Bon, pour ce qui vient de se passer dans le Nord, ça a été très vite, semble-t-il, parce que c'est la première fois que je vois ça, parce qu'on a des cyclones et autres. On n'entend pas parler, même pas dans les médias en France. Voilà, on n'entend pas parler, puis c'est rapidement. Bien sûr, avec les réseaux sociaux... Sans mieux pour les gens du Nord, ceci dit. Avec les réseaux sociaux et tout cela, comme pour cette affaire-là. Donc... avec les réseaux sociaux, ça va très vite aujourd'hui. Donc, les communes du Nord en ont bénéficié, et alors que la commune du Sud, précédemment, n'avait pas bénéficié. Alors dire que nous ne sommes pas la même enseigne que les maires de France, non, ils sont aussi confrontés au même problème.
même problème. Aujourd'hui, simplement, il n'y a pas quelques minutes de cela, j'étais en discussion avec la directrice de l'ONF à la Martinique, avec un agent de l'ONF. Le problème qui se pose, c'est que hier, vous aviez... J'ai connu ça, parce que vu la longévité qu'on me reproche, donc que certains me reprochent, donc je dis... j'ai connu à un moment donné où effectivement vous aviez des agents de l'État qui prenaient contact avec la mairie, qui s'entretenaient avec vous avant de prendre une décision. Et là, je lui dis, mais attendez, pour des logements sociaux, j'ai fait ce qu'il fallait à mon avis. Je suis allé voir l'agent qui devrait établir le document, préparer l'arrêté préfectoral, lui dire voilà ce que la ville souhaite voir réaliser avec un plan d'aménagement. Vous en avez suffisamment de logements sociaux? Non, il y en a 50% de ce que donc vous devez avoir. Vous payez une amende? Bon, payez une amende. D'accord. Donc nous faisons, mettons des terrains à disposition, le plus souvent gratuitement, ce qui, alors que j'en sais quelque chose en tant que ancien banquier concernant les sociétés d'HLM. Mais malgré tout, pour permettre effectivement le quota, un nombre de choses, l'exigence sur le plan architectural et autres, nous, dans le centre-bourg, nous mettons des terrains à disposition gratuitement pour que ces logements se réalisent. Mais aussi en dehors du bourg, à l'extension du bourg, permettant une extension de bourg. Je disais à madame... Quand je suis arrivé, il y avait 4400 et quelques habitants. Il n'y en a que 7000 et quelques, donc c'est-à-dire 3000 habitants en 30 ans. D'accord. C'est-à-dire 1000 habitants tous les 10 ans. Je ne crois pas une commune comme la nôtre qui est si attrayante, ce qu'on dit, ce que vous venez de dire. Oui, mais c'est vrai, donc, c'est exact. Que la commune a pu être à plus de 10 000 habitants. Mais ça n'a jamais été la volonté politique des élus de toutes les campagnes que nous menions, ou bien toutes les équipes que j'ai eu à diriger pendant ces 30 ans. Donc voilà, c'était simplement pour dire que, oui, aujourd'hui, ce n'est pas les chefs de service, les agents, eh bien, ils se croient véritablement, ce qu'on dit, en pays conquis, sans prendre aucun contact avec nous, les élus, et les maires particulièrement dans ce pays. Ça, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Alors maintenant, on me dit, après tous ces mouvements-là, que les choses vont changer. Je l'espère. Espérons. Je l'espère, voilà. Vous n'avez pas donc de police nationale chez vous? Non, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. Pour avoir une police nationale, c'est combien d'habitants? Il faut avoir plus de 30 000 habitants. C'est la montagne Fort-de-France. C'est la montagne Fort-de-France. Et vous avez combien d'habitants? 7 000. 7 746 habitants. Et vous avez une police municipale? Ah si, je suis police municipale avec 8 agents. 8 agents. Entre ASVP et policiers nommés. Oui. Alors, il y a un débat aussi ces temps-ci en France où on dit faut-il armer la police municipale ou pas? La vôtre, elle est déjà armée? La police, oui, des Trois-Îlets est armée en partie. Et souvent, je leur dis, donc ils veulent tous être armés. Je dis, mais je n'ai jamais vu, je prends comme prétexte celui qui était garde champêtre à l'époque, je n'ai jamais vu tirer. Vous me dites qu'il faut que vous tous vous soyez armés. Non, ils ne sont pas tous armés. Il y en a certains qui sont armés parmi les policiers. Policiers, pas les ASVP, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, vous parliez de Nice tout à l'heure là, on se rend compte à ce qui s'est passé. Les 3 personnes qui ont été tuées à Nice, c'est d'abord la police municipale qui a pu intervenir avant la police nationale, le reste de tous les autres. Oui, j'entends, puisque le maire de Nice et le président, en ce qui concerne le président, concernant clairement les associations des polices mais vous êtes pour ou contre ça, l'armement des polices municipales? Non, je suis pour, mais on ne peut pas armer l'ensemble des policiers municipaux. On ne peut pas, non. Ça ne veut pas dire que, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, et donc il faut faire très attention à cela. Bon, nous ne sommes pas, c'est pourquoi c'est en fait la gendarmerie, nous ne sommes pas dans une...
nous ne devons, nous, maires, pas créer quasiment une psychose comme quoi, effectivement, nous sommes dangereux. Voilà, vous allez dans des pays, vous faites, dans tous les coins de rue, vous avez un homme armé de Kalachnikov. J'ai connu ça à l'époque, alors que le Venezuela, je l'ai vu partout où vous passiez, il y avait cela. Ne donnons pas... C'est vrai, on vous dit que ça rassure la population, ça rassure les touristes, ça rassure... Mais nous avons effectivement une force de gendarmerie qui circule dans la ville. Donc, la gendarmerie, monsieur le maire, il y a double sens. Mais la gendarmerie, ce sont des militaires, parce que généralement, quand vous allez à la gendarmerie à partir d'une certaine heure, bon, c'est fermé, vous dites de revenir le lendemain, enfin, des choses de ce genre. Alors que la police municipale, elle est à la disposition des habitants. Quand vous frappez à la police, à la gendarmerie, normalement, il y a des gendarmeries. Il y a une gendarmerie à Rivière-Salée, par exemple, qui est de permanence 24 heures sur 24. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas à non plus dire ce qui n'est pas le cas. C'est vrai qu'aux Trois-Îlets, aux Anses d'Arlet, aux Diamants, vous n'allez pas trouver 24 heures sur 24 des gendarmes, mais à Rivière-Salée, sur la partie du regroupement qui est le commandement de ces brigades, de ces communes, justement, il y avait une brigade aux Anses d'Arlet qui a été supprimée. Il y avait des choses qui ont été supprimées au cours de ces 20 dernières années. Mais cela fonctionne, il ne faut pas non plus, je ne suis pas là pour rajouter. Il y a effectivement, il y a un travail qui est fait en collaboration avec les forces de gendarmerie. Il faut le reconnaître. Bon, on ne peut pas tout avoir. On leur demande d'être plus souvent à pied. On leur demande de faire respecter la circulation, de faire respecter le stationnement, de faire respecter un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que la population a tendance à dire, tant qu'il n'y a pas de sang, on ne les voit pas venir. C'est vrai qu'il y a des manquements au niveau... Nous constatons, nous les maires, nous le disons à chaque réunion que nous avons avec le commandant de gendarmerie à Rivière-Salée, nous signalons les manquements. Nous signalons que, par exemple, un jeune ne peut pas empêcher à 3500 personnes de dormir avec sa moto, avec ceci, avec cela. Donc, avec de la musique, nous signalons tout cela. Maintenant, effectivement, ce n'est pas, comme M. Strozzi le demande, parce que le policier municipal soit armé, que ça va arrêter les incivilités. Je n'excuse pas les incivilités. Malheureusement, il y en a de plus en plus chez nous, mais différemment par rapport à ce que j'ai connu avec des vols à main armée qui se passaient sur la pointe du bout et ceci. Mais souvent, il y a une population qui n'a pas cette mémoire, voilà, ce qu'on appelle la mémoire sélective. Il faut qu'ici, quand même, qu'ils se rappellent ce qui se passait sur la pointe du bout à un certain moment. Et quand les Martiniquais se sont investis sur la zone de la pointe du bout, nous avons jugulé cette délinquance, je pourrais dire. Donc, il y a le sentiment d'insécurité, quand même, s'est estompé sur cette zone, parce que aussi bien la police municipale que la gendarmerie, qui sont quasiment en permanence, permettent de préserver la sécurité et la tranquillité d'une population. Alors, pour terminer, vous avez toujours un hôpital aux Trois-Îlets. Vous pouvez nous en parler rapidement? Donc, oui, il y a toujours ce qu'on appelle, bon, ce n'est plus l'hôpital qu'on a connu. À l'époque du docteur Rosette. Le médecin, c'était le docteur Saint-Prix qui était à l'hôpital, où on peut parler effectivement de Henri Combe, de tous ces médecins qui sont passés. Maintenant, c'est Dora, Yangting et autres qui se trouvent. Mais on est passé de 150 lits, 110 lits, à 10 lits, à 0 lit, de ce qu'on appelle la médecine. Et puis, nous sommes été transformés en ce qu'on appelle en soins de suite et de réadaptation, SSR. Donc, vous entendez pour la plupart ce qu'on appelle des hôpitaux de proximité, où vous êtes à la MENA et on vous renvoie dans ces hôpitaux, soit en convalescence, soit vous sortez debout, soit malheureusement vous sortez entre quatre planches. Donc, malheureusement, bon, c'est le cas donc, qui arrive. Voilà, Trois-Îlets pour l'instant. Et donc, nous sommes en 34 lits. Donc, ce n'est... Vous connaissez la volonté gouvernementale, 34 lits. Ça veut dire que ce n'est pas rentable, ce n'est pas suffisamment, ce n'est pas sécurisant d'après ce qu'ils disent. Donc à ce moment-là, nous sommes en relation avec l'hôpital du Marin, où tout le regroupement qui dispose en son sein de médecins en cas d'urgence, mais qui
dispose en son sein aussi des lits de médecine qui permettraient effectivement à ces personnes qui sont en suite de réadaptation de passer en lit de médecine. Bon, c'est toute une organisation de la santé qui est différente. Mais l'hôpital va partir et va faire lieu et place à Vatable à près de 80 lits de ce qu'on appelle d'EHPAD, mais avec des spécialités qui s'ouvrent maintenant dans les EHPAD pour permettre de recevoir, parce que nous sommes de plus en plus âgés. Donc ces 45 lits vont être construits sur un terrain municipal que nous mettons à la disposition de l'ARS et de la CTM, puisque les soins, c'est l'affaire de l'État, et le logement, c'est l'affaire de la CTM et de la participation parentale. Voilà pour vous dire un peu la situation, mais nous souhaitons maintenir. Vous avez beaucoup de belles plages en ce-mi-temps. Vous avez l'Anse-Mitan, l'autre c'est... nous avons Anse-Mitan, en Salane, Pointe-du-Bout et les hôtels, oui. Est-ce que vous seriez pour que le préfet doit prendre la parole dans les jours qui viennent pour le déconfinement? Est-ce que vous souhaiteriez qu'on puisse permettre aux Martiniquais de recommencer à venir chez vous se baigner? Pour se baigner, bon, la première fois, j'étais celui qui disait, parce que j'entendais certains maires dire, oui, les gens ont besoin, dans le cadre de leur pathologie, j'étais dès le départ, depuis avril-mars, favorable à l'ouverture des plages à certaines heures et lors du repas, de pouvoir que ces personnes rentrent. Ça, je suis toujours dans la même logique. Deuxièmement, en ce qui concerne les commerces, je participais au dernier COPIL. J'avais la ferme conviction que les commerces s'ouvriraient à partir de ce lundi. Ça n'a pas été le cas. Ça a été comme tout commerçant qui l'ont entendu et comme tout élu qui l'ont entendu, qu'il n'y a pas eu cette ouverture parce que les choses, les ordres et autres viennent de Paris. Ouais. Et voilà, par rapport à un chiffre 300 ou 97 au lieu de 50, des choses de ce genre. Bon, bien sûr que pour certains, la santé est primordiale, c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que les gestes barrières est respecté pour les petits commerces? Je le crois, je pense, parce que ça s'est fait déjà, et que les gens sont quand même suffisamment disciplinés pour pouvoir faire entrer un à un, voire deux par deux, dans les différents commerces, comme ça se passe aujourd'hui dans le centre-ville de Fort-de-France. J'ai des commerces aussi sur le bourg, et particulièrement à l'Anse-Mitan, Pointe-du-Bout, et qui devraient... Bon, les restaurants, je suis intervenu là-dessus, sachant effectivement que c'est le côté sensible, restaurant-bar, et je pensais que... ne serait-ce une semaine plus tard que ces restaurants s'ouvriraient, parce qu'effectivement, on pense le fait que vous ne pouvez, comme moi là aujourd'hui, devant vous, il y a une distance, mais qu'on ne peut pas, déjeuner ou dîner avec masque. Donc à ce moment-là, il y a des postillons, il y a ceci, il y a cela, qui... passe dans toute la salle et qui risque effectivement d'infecter un certain nombre de personnes parce qu'on ne connaît pas la situation de tout chacun. Il y a des choses que nous pouvons comprendre, mais c'est vrai que faites-vous, État, pour permettre de la pérennité après Covid, que ces restaurants et bars puissent recommencer à vivre si le vaccin nous permet effectivement de sortir de cette situation, de cette pandémie. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision, nous donner toutes ces précisions. Voilà, je vous remercie. Merci Zouk TV de m'avoir invité pour pouvoir un peu donner la situation de Trois-Îlets, la situation après avoir été entendu avec les commerçants pour des commerces qui existent depuis plusieurs années sur l'open terre à l'Anse-Salane, qui est assez certes en zone d'inondation ou de liquéfaction. Merci, monsieur le maire. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose de se retrouver très rapidement pour une autre émission de ce genre, Quoi de neuf sur Zouk Télévision.